La Servante écarlate n'a rien inventé. Le roman ne contient que des éléments qui ont déjà existé. Chaque drame, chaque horreur, chaque atrocité provient du monde réel. Et par conséquent, ce roman nous a humiliés en nous plaçant face à nos erreurs. Aujourd'hui, le danger n'a pas disparu. Au contraire, des politiciens contestent la position des femmes dans la société. Ainsi, ces monstruosités ne risquent-elles pas de redevenir réalité? Reste jusqu'au bout de la vidéo, tu vas apprendre des choses, réfléchir et kiffer. Attention, cette vidéo contient des spoils du livre et a été réalisée à partir de celui-ci. La Servante écarlate, c'est une dystopie. C'est-à-dire que l'œuvre raconte un futur sombre. Laissez-moi vous expliquer. Ce futur se déroule aux États-Unis, dans un monde où la natalité a chuté. La pollution et les désastres environnementaux ont fini par rendre la situation critique. Hélas, le principal problème vient bien des humains et non de la nature. Des extrémistes utilisent ce contexte pour justifier la mise en esclavage des femmes fertiles. Selon eux, ce serait la meilleure solution pour assurer la survie de l'humanité. Et malheureusement, ces extrémistes arrivent au pouvoir. Les États-Unis prennent alors le nom de République de Gilead. Celle-ci est un état religieux, autoritaire et totalitaire dans le sens où l'État contrôle l'individu. Et bien que de nombreuses horreurs soient commises par ce régime, on se concentre en particulier sur les femmes dans ce livre. Les fertiles, les fameuses servantes écarlates, servent de reproductrices pour les élites dirigeantes. A l'inverse, les tantes ont pour rôle d'endoctriner les servantes selon les ambitions du régime. Mais alors, de qui parle cette histoire? Notre personnage principal se nomme June. Si dans la série on lui donne l'image d'une rebelle, celle d'une militante dans l'ère de notre époque, à la base, dans le livre, c'est une victime. En fait, c'est même peut-être pire que ça. Parfois, elle est même complice silencieuse. Elle ne peut pas s'opposer frontalement au régime et par conséquent, elle choisit souvent d'obéir. Or, cette contribution, cette acceptation des injustices, même de façade, contribue au maintien d'une domination totale de Gilead sur sa population. June change de nom. Désormais, dans ce nouveau monde, elle s'appelle Offred. Et ce nom possède un sens fort. Offred est la contraction de Off-Fred. Elle n'est plus libre, elle appartient à un individu. Cette disparition de la liberté individuelle se retrouve partout. Et je suppose que vous vous demandez comment tout ça se termine. En réalité, ce livre ne possède pas de fin déterminée. Dans les dernières pages, June est enlevée, sans savoir si c'est Gilead qui l'a démasquée pour ses actions contre le système, ou si c'est la résistance qui est venue la sauver. De mon côté, j'aime penser que la fin de ce livre dépendra de ce que l'humanité fera dans la réalité. Parce que même si ce livre est une fiction, ce n'est pas une fiction comme les autres. Je vous en ai parlé en introduction. La spécificité de la Servante écarlate, c'est que Margaret Atwood, son autrice, n'a rien inventé dans son livre. Si elle décrit un futur, pour le faire, elle utilise notre passé. Comme elle l'a dit elle-même, je me suis fixé une règle. Le roman ne devait contenir que des éléments qui ont réellement existé à un moment donné de l'histoire. J'ai donc entrepris énormément de recherches. J'ai voulu mettre en place cette règle pour que personne ne puisse dire que j'avais l'esprit tordu et que j'avais inventé toutes ces horreurs. Je n'ai rien inventé. Et c'est comme ça que nous en revenons au titre de la vidéo. Nous sommes humiliés parce que l'œuvre montre le pire de l'humanité. Quand je dis nous, je parle de tout le monde. Cette humiliation n'est pas personnelle, mais en tant qu'espèce. Les atrocités que nous découvrons au fil de notre lecture, ce sont bien des personnes, comme vous et moi, qui ont décidé de les mettre en place quelque part dans le monde. Laissez-moi vous en donner quelques exemples. La cérémonie est un rituel de V. Il est rendu officiel sous prétexte religieux, tandis que l'épouse tire les mains de la victime. Et si c'est le crime le plus emblématique de la Servante écarlate, c'est loin d'être le seul. Le mur des pendus permet d'exposer les corps des traîtres. Parmi eux, des ennemis de Gilead, des médecins ayant pratiqué des avortements ou tout simplement des homosexuels. Et ce que permet ce livre, bien plus qu'un livre d'histoire, c'est d'imaginer les dommages psychologiques que ce type de régime peut causer. Dans le placard de la servante qui a précédé June, la phrase « Ne laissez jamais les bâtards vous écraser » est gravée. Cet acte de rébellion, minime, nous montre à quel point le courage devient clandestin, la révolte un acte intime. Que vous soyez d'accord ou non avec le régime, vous avez intérêt à afficher un grand sourire et à hocher la tête. Sinon, vous risquez que les yeux ne vous remarquent. Espions au sein de la société, ils rendent chaque interaction décisive. Et surtout, ils créent un climat de peur où chaque personne peut être un ennemi. Dans cette société-là, les choses les plus évidentes ont été déconstruites. Ce que nous considérons comme inhumain est devenu la norme. Tout ça à cause de la peur. Je le décris de la façon suivante. Nous vivons, comme d'habitude, en ignorant. Ignorer n'est pas la même chose que l'ignorance. Il faut se donner de la peine pour y arriver. Cette vie d'esclave n'est pas devenue normale en un jour. Elle est la conclusion d'une série de pertes de droits, d'injustices tolérées. Ainsi, Atwood place une partie de la responsabilité entre les mains de ceux qui ne font rien. Vous vous en doutez, mais cette fiction, de par sa construction très spéciale, cherche avant tout à parler du réel. Elle montre comment de petites dérives peuvent, à long terme, créer de grands drames. L'autrice montre qu'on ne peut pas se contenter d'un peu. Par exemple, au début, durant l'instauration de la République de Gilead, le mari de June se concentre sur le positif. Quand l'interdiction pour les femmes de travailler est instaurée, il cherche à la rassurer sans s'alarmer. Malheureusement, cette passivité, généralisée, laisse la situation empirer petit à petit. Les privations commencent par le travail et elles se terminent par la plus fondamentale ainsi que la plus sacrée, l'identité. Et il ne faut pas croire que ces risques concernent uniquement les femmes. Si Atwood parle de féminisme, ce concept s'applique à tous les droits que nous possédons aujourd'hui. Au fond, c'est la liberté qui est menacée. Et attention, ça ne veut pas dire qu'il faut vouloir davantage en permanence ou bien qu'il faut se mettre à tout brûler au moindre désaccord avec la loi. Nous vivons dans une société où le compromis fait loi. Presque personne n'est d'accord à 100% avec chaque règle imposée par la société. Par contre, ce qu'Atwood met en avant, c'est que la normalité ne dépend pas de ce qui est imposé par le social. Ce n'est pas parce que quelque chose est normal aux yeux de la majorité qu'il doit l'être pour vous. Et dès lors, chacun défend sa propre vision de la justice. En sachant que, comme l'a dit Martin Luther King, une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier. Un des buts derrière ce livre est clairement que nous nous battons contre les injustices. Après, ce
livre est vieux de 40 ans. La situation n'est pas la même aujourd'hui qu'en 85. Même si Atout continue de s'exprimer et de dénoncer ce qu'elle considère être des injustices, dans l'ensemble, les mentalités ont évolué positivement. Après, chaque personne possède un point de vue différent. Si nous pouvons normalement nous accorder sur l'horreur de ce qui se produit dans la Servante écarlate, les injustices du quotidien, elles, sont beaucoup plus difficiles à identifier. Elles ne font pas l'unanimité, logique, sinon elles ne seraient pas commises. Après, je vais quand même vous donner mon avis. Selon moi, le plus important, c'est que tout le monde puisse agir comme il l'entend. C'est la liberté. Parce que dans la République de Gilead, c'est bien le totalitarisme qui me fait le plus peur. Le totalitarisme prive l'individu de sa capacité à être lui-même. L'État est partout, et la société entière devient esclave du régime. Mais dans tous les cas, peu importe ce qui vous semble le plus important, rendre le monde meilleur selon son propre point de vue, c'est un combat de tous les jours. Dans ce combat, bien qu'Atout nous incite à y prendre part, elle n'est pas accusatrice face à ceux qui parfois s'y dérobent. June elle-même n'arrive pas toujours à lutter. C'est vrai. Parfois, elle s'adapte au système, et ce, même si elle lutte intérieurement. C'est parce qu'il est si difficile de lutter contre une idéologie installée qu'il faut combattre l'incendie dès les premières braises. Parce que June l'accepte ou non, sa normalité change avec les épreuves qu'elle vit. Les attentions, pourtant minimes, du haut gradé auquel elle a été assignée ont un fort impact parce qu'elles interviennent dans un monde où, selon la loi, elles ne devraient même pas exister. Ce livre joue alors un rôle de prévention. Il nous permet de savoir quoi craindre. Et ce, afin d'éviter de répéter les mêmes erreurs. Quand je dis que la Servante écarlate nous a humiliés, c'est loin d'être négatif. Pour ça, il faut remonter à la racine du mot humilier qui signifie rendre humble. Ce livre nous rappelle que nous faisons des erreurs. Ce livre accomplit à merveille le devoir de mémoire. Il nous permet de nous souvenir des crimes que l'humanité a parfois commis. Parce que, comme l'a dit un écrivain et philosophe, ceux qui ne peuvent se rappeler le passé sont condamnés à le répéter. Et ce n'est pas le seul intérêt. Il nous permet aussi de relativiser. Alors certes, il existe un risque imminent. Je m'explique. Dans beaucoup de pays, des mouvements d'extrême droite qui parfois incitent au recul du droit des femmes montent en puissance. Ils sont parfois conservateurs, voire carrément réactionnaires. Je vous ai mis des exemples en miniature. C'est Donald Trump qui, malgré son combat affiché en faveur d'une liberté d'expression plus absolue, interdit ou limite le financement par son gouvernement de recherches scientifiques contenant spécifiquement des mots comme femme, racisme ou même égalité des chances. Ici, on ne parle pas de choisir un angle de recherche prioritaire, mais bien de diminuer la capacité à s'exprimer d'une partie de la population aux idées divergentes. Et donc, ce n'est pas étonnant que des gens y voient un début de république de Gilead. C'est une atteinte à la liberté d'expression. Et en France, nous ne sommes pas épargnés non plus. Et oui, l'exemple d'Éric Zemmour montre la place médiatique parfois occupée par l'extrême droite. Dans ses ouvrages, il défend une vision du monde où si j'étais une femme, je n'aurais pas envie de vivre. Maintenant, ça n'a rien à voir avec la Servante écarlate. Évidemment que ce livre exacerbe. Il montre des dérives possibles avant qu'elles n'aient lieu afin de s'en protéger. Et je le reconnais, moi-même, j'ai joué avec vos peurs. En fait, nous avons joué avec vos peurs. Atout a écrit une dystopie appuyant sur les craintes de ses lecteurs pour leur transmettre un message. De mon côté, j'ai voulu faire la même chose avec cette vidéo. La vérité est presque toujours complexe et ne peut quasi jamais être résumée à un titre. Évidemment que la miniature est putaclic. Le droit des femmes n'a jamais été aussi haut qu'aujourd'hui. En tout cas, au moins en Occident. Évidemment, dans certains pays comme l'Iran, ce n'est pas le cas. Mais il faut s'en rendre compte. Non pas dans l'objectif d'accepter les injustices restantes, mais afin de relativiser la situation politique actuelle et pour une fois, de faire preuve d'un peu d'optimisme. En France, les dangers liés à une dictature ressemblant à la République de Gilead paraissent loin. En tout cas, il est clair que d'autres personnes dans le monde sont bien plus à plaindre que nous. Et c'est aussi pour ça qu'il est important de ne pas limiter son intérêt à un seul endroit. Parce qu'à part une culture et une frontière, rien ne nous sépare de l'ensemble des personnes qui subissent des oppressions sur la Terre. Une mobilisation peut être transnationale. Parce que, je le répète, une injustice commise quelque part dans le monde est une menace pour la justice dans le monde entier. Et personne ne veut voir ses droits diminuer. Parce qu'ils contribuent à notre liberté. C'est pour ça qu'à mon sens, même dans une époque où la démocratie semble parfois en perte de vitesse, voter reste important. Car de petits changements aujourd'hui peuvent en créer de grands dans le futur. D'ailleurs, ça ne me dérange pas de parler politique sur cette chaîne. Dans tous les cas, je vous respecte, peu importe vos opinions. Le but de ces vidéos est justement qu'on puisse penser ensemble. Et pour ça, une pluralité d'avis, ce n'est pas une faiblesse, mais une force. C'est pour ça que je vous demande de faire preuve de respect dans les commentaires, que ce soit envers moi ou envers les autres. Parce que nos différences ne nous rendent pas ennemis. Il est presque impossible que vous trouviez quelqu'un qui a exactement le même point de vue que vous. Quasi tout le monde a une vision des choses au moins légèrement différente. Et ce n'est pas grave, c'est ce qui rend le monde intéressant. Au contraire, le fait de se crisper, c'est quelque chose qui pousse les autres dans les extrêmes, que vous ayez raison ou non. La liberté d'expression, c'est notre héritage. C'est l'héritage des Lumières. Car comme le disait Voltaire, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Parce que quand on y pense, tout commence avec une discussion. C'est comme ça qu'on apprend à se comprendre. C'est comme ça qu'on trouve des solutions ensemble. C'est comme ça qu'on crée un monde meilleur pour tout le monde. Aujourd'hui, dans la société de l'attention où le clash apporte malheureusement plus de partisans que le respect, se poser et discuter peut être une solution pour enfin nous approcher de la vérité ensemble. Un débat sain pourrait triompher des divisions au sein de nos sociétés. Et moi, j'essaye de contribuer à mon échelle. C'est le projet de cette chaîne. C'est ce que je cherche à faire avec mes livres. Et je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde. Comme Atwood, je cherche à être un artiste engagé. Non pas pour vous imposer mon point de vue, mais pour qu'ensemble, à travers les expériences que nous vivrons, nous puissions questionner notre vision du monde. Parce que c'est ce que fait ce livre. La Servante écarlate est un roman engagé. Grâce à la fiction, Atwood nous permet de nous interroger sur la politique, la moralité, le courage. Et moi, j'adore ça. Ce livre rentre dans la lignée de 1984. Dans celui-ci, un dictateur nommé Big Brother met en place un régime totalitaire jusqu'à anéantir complètement le concept d'individu. C'est de l'art engagé. Bien sûr, pour certains, c'est une mauvaise chose. Vous pouvez estimer que l'art devrait viser la neutralité. Maintenant, la
la fiction met toujours en scène un point de vue. Donc, est-ce que la neutralité est réellement envisageable? Au contraire, le concept même de fiction n'implique-t-il pas de nous donner de nouvelles perspectives? Je vous laisse réfléchir sur la question. Je sais que ça fait très programme d'anglais de 4ème, mais c'est une réalité. Si la science convainc, l'art, lui, persuade. Merci d'avoir regardé la vidéo, likez et abonnez-vous parce que je vais vous lâcher des bangers comme ça toutes les semaines et ce serait dommage de les manquer. Je compte sur vous, ciao.